Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Il est 22 h, voici les titres de cette édition. Et à la une de l'actualité ce soir, la Grèce qui joue avec les nerfs de ses partenaires européens. Un sommet extraordinaire se tient en ce moment même à Bruxelles pour donner une chance à la Grèce. Une nouvelle proposition d'Alexis Tsipras est attendue mercredi. Le Premier ministre grec s'exprimera demain devant le Parlement européen à Strasbourg. Analyse et débat dans cette édition. La sécurité et la protection des sites militaires en question après le vol d'au moins 150 détonateurs et explosifs à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Une affaire embarrassante pour le ministère de la Défense. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Le détail dans un instant. De la joie et des larmes avec les résultats du bac dévoilés aujourd'hui pour les 685 000 candidats. Il reste encore un peu d'espoir pour ceux dont la moyenne est égale ou supérieure à 8. Ils pourront passer les oraux de rattrapage jusqu'à vendredi. Alexis Tsipras attendu de pied ferme par ses partenaires européens. À Bruxelles, le Premier ministre grec qui n'a présenté aucune proposition concrète à l'Eurogroupe va devoir convaincre. Mais ce soir, les conditions ne semblent toujours pas réunies pour entamer de nouvelles négociations. Mounir Soussi. Alexis Tsipras serait-il venu les mains vides à Bruxelles ? Fort de la victoire du non au référendum, le Premier ministre grec était attendu par ses partenaires pour tenter de débloquer la situation lors d'un Conseil européen extraordinaire. Un peu plus tôt dans la journée, une réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe n'a pas permis d'obtenir des propositions concrètes de la Grèce, alors que l'hypothèse d'une sortie du pays de la zone euro est de moins en moins taboue. La Grèce doit faire des propositions sérieuses, crédibles. Nous les attendons, elles ont déjà été énoncées, elles doivent être précisées. C'est l'enjeu de la réunion de ce soir. Ensuite, nous devons faire preuve de responsabilité, de solidarité, mais aussi de rapidité. Le bras de fer continue. D'un côté, la Grèce veut d'abord négocier sa dette. De l'autre, l'Europe, l'Allemagne en tête, veut avant tout que le gouvernement mène des réformes d'austérité. Nous allons discuter aujourd'hui au Conseil comment continuer les discussions, mais nous ne serons pas en mesure d'obtenir une décision finale, même si je dois dire que ce n'est plus une question de semaines, mais plutôt de quelques jours. Le temps presse, la Grèce peut bientôt se retrouver en défaut de paiement. Alexis Tsipras parlera devant le Parlement européen demain et une source gouvernementale grecque annonce qu'une feuille de route avec des concessions faites aux créanciers sera présentée mercredi. Et on va tout de suite retrouver en direct de Bruxelles Nora Hamadi, notre envoyée spéciale. Bonsoir Nora, alors vous suivez pour nous ce sommet extraordinaire. On sait bien que les principaux protagonistes sont enfermés maintenant depuis 19 h. Où en est-on des négociations sur place, Nora ? Eh bien écoutez, on est toujours dans le dîner ce soir et donc ces négociations en fait n'en sont pas vraiment. Il faut dire qu'Alexis Tsipras a d'abord présenté lors d'une réunion à 4 avec Jean-Claude Juncker, François Hollande et Angela Merkel ses propositions qu'il avait d'abord présentées à Barack Obama, sachez-le. Ça a été confirmé ce soir par un communiqué de presse de la Maison Blanche et ce soir il est en train de présenter donc ses propositions de réforme à ses partenaires européens, donc les 18 autres chefs d'État et de gouvernement, et ces propositions seront disséquées demain par un Eurogroupe qui se tiendra exceptionnellement par téléphone. Ces propositions seront ensuite de nouveau retravaillées par les fonctionnaires de la Commission européenne ici à Bruxelles. On va voir si elles tiennent la route par rapport aux propositions qui avaient déjà été effectuées ces dernières semaines par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Et enfin, on s'attend à un nouvel Eurogroupe ce samedi pour entériner un accord ou pas. Et c'est bien ça la problématique, c'est qu'en l'état, ces propositions, semble-t-il, ne sont pas celles attendues. Donc on verra bien si ce soir la confiance est rétablie. Et tout cela, de toute façon, devra être géré lors d'un sommet européen ou d'un sommet de la zone euro dimanche ou lundi prochain. Le problème, c'est que tout ceci doit se tenir sur une semaine, car la semaine prochaine, les banques grecques risquent de toute façon de friser le défaut de liquidité. Et c'est bien le souci ici, c'est qu'il faut être rapide et surtout efficace. Et on attend ici la position grecque et donc ses propositions pour savoir où on en sera de ce possible Grexit la semaine prochaine. Merci beaucoup Nora pour toutes ces précisions. Et Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, s'exprimera devant le Parlement européen à Strasbourg demain. En France, un débat sans vote aura lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour informer et associer les parlementaires de la situation grecque. Quentin Calmé. À peine l'idée était-elle évoquée par Manuel Valls. Nous proposons effectivement qu'il puisse y avoir, c'est à l'Assemblée nationale de l'organiser, un débat, si possible dès demain,
que les sénateurs s'empressaient de réagir. Un débat sur la Grèce, oui, mais première étape pour les socialistes et en présence de leur premier secrétaire, se mettre d'accord. Didier Guillaume demande officiellement la tenue d'un débat au Sénat en même temps qu'à l'Assemblée nationale. Il y a une unanimité qu'il faut souligner, car c'est assez rare. Unanimité pour les socialistes, dénoncer la position de la droite. Et je vois à droite la manière dont ils posent le débat. Ils font une faute politique majeure, et notamment Alain Juppé. Jamais sous la Ve République, vous n'êtes élu président de la République en France quand vous émettez l'idée de détricoter l'idée européenne au travers de la sortie d'un pays de la zone euro. Les Républicains, eux, accueillent positivement l'idée d'un débat, mais entre ligne dure, dernière chance et intransigeance, la droite hésite encore sur la ligne à adopter. À partir du moment où le non l'a emporté, je pense qu'il faut étudier une solution qui soit peut-être une solution moins brutale que le Grexit, c'est-à-dire une sorte de mise en congé de la Grèce qui resterait dans l'Union européenne, mais qui sortirait de la zone euro, mais avec une sortie qui soit une sortie contrôlée. C'est tout l'intérêt du débat de demain après-midi à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc, afficher clairement les positions de chaque groupe politique dans le dossier grec. Et notre invité ce soir pour évoquer cette situation grecque, Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Merci d'être avec nous. On le voit ce soir, l'Europe est au pied du mur, dans l'incapacité de trouver une solution pour éviter ce scénario du pire qui serait le Grexit. Que vous inspire cette situation? Était-elle prévisible? D'abord, je pense aux Grecs, parce que la situation sur place est terrible. Dès aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont déjà basculé dans le gouffre, les affaires ne marchent plus, les commerces sont fermés, les banques aussi. Et donc, on ne peut pas imaginer dans l'Europe du XXIe siècle ce qu'est une économie sans monnaie, ce qu'on a connu ailleurs, en Argentine. C'est quelque chose d'absolument terrible, où les plus fragiles sont bien sûr les plus frappés. Donc, l'enjeu, c'est cela. Ce n'est pas l'Europe ni l'eurozone qui est concernée. Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais c'est d'abord pour un peuple européen, les Grecs, de savoir ce qu'on fait. Alors donc, M. Tsipras doit présenter de nouvelles propositions. Il est relégitimé, en quelque sorte, par son référendum. Il a le choix... Finalement, il y a peut-être des vertus à ce référendum. Oui, ça permet une onde de choc pour réorienter l'Europe? Non, écoutez, ça, c'est de la propagande quasi politique, de l'instrumentalisation de la politique. En fait, M. Tsipras, il a le choix entre se comporter en homme d'État, c'est-à-dire il aura facilement l'accord et le soutien des Européens, ou continuer, un peu comme il a fait jusqu'à maintenant, depuis 5 mois, ne rien faire et essayer de casser la baraque, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire de remettre en cause les règles. Quand on doit 300 milliards, qu'on est sous perfusion, on n'est pas là pour remettre en cause les règles. On est là pour essayer de refaire démarrer un État qui est défaillant au profit de ses concitoyens. C'est ce qu'il souhaite, selon vous? Je n'en sais rien. Jusqu'ici, je me posais la question... J'entends que de Bruxelles, le fil est renoué, tant mieux. Tant mieux pour les Grecs, tant mieux pour les Européens, car ce serait un véritable désastre qu'un pays occidental, européen, sombre vraiment dans la crise à ce point. C'est vrai que la situation en Grèce aussi a des répercussions sur la politique française, sur les politiques intérieures. Elle relance peut-être le rejet de l'Europe, les discours anti-européens. Qu'en pensez-vous? Je suis un peu scandalisé par tout ce que j'entends, n'est-ce pas? L'intransigeance de l'Allemagne, etc. Je sais souvent que pour beaucoup de Français, et y compris d'hommes politiques, malheureusement, les milliards s'accumulent et ça n'a pas beaucoup d'importance. En réalité, l'Europe a été très généreuse. L'Europe est la seule à vraiment aider la Grèce et à vouloir l'aider. N'est-ce pas? 240 milliards de prêts. On a déjà annulé 100 milliards de dettes et une deuxième fois en 2012, 42 milliards de dettes. On est prêt à recommencer, manifestement, même si on ne peut pas le dire comme ça, parce que la confiance sur les marchés financiers, ça compte. Mais on veut avoir l'assurance que les choses sont sur les rails et qu'on va avoir un État qui fonctionne, qui perçoit des impôts, où les gens ne mettent pas leurs économies à l'étranger, ne fraudent pas la TVA tous les jours, et qu'on n'embauche pas des fonctionnaires, comme M. Tsipras vient de le faire, à peine réélu, puisque c'est le pays d'Europe où il y a le plus de fonctionnaires par habitant et où sont le mieux payés par habitant. Est-ce qu'on pourra trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité? C'est ce que souhaite François Hollande, il l'a redit ce soir. Il a raison, en plus c'est une position française traditionnelle qui est l'ami de la Grèce, mais je sens aussi que lui-même, comme son ministre des Finances, quand ils sont autour de la table, ils exigent, et ils ont raison,
et ils doivent l'assumer un peu plus peut-être sur le plan de la politique intérieure, ils s'exigent un plan sérieux et crédible. Même si ça prend 20 ans, la Grèce trouvera l'Europe à ses côtés pour la financer, pour réduire les dettes, à condition qu'il y ait un plan sérieux. Or, ce qu'on a vu jusqu'ici ne l'était pas. On voit que le couple franco-allemand est à la manœuvre, ce couple qui joue gros également ce soir, très attendu pour sortir la tête haute de cette crise. Est-ce qu'il y a un risque d'affaiblissement aussi de ce moteur franco-allemand? Non, écoutez, une fois de plus, la preuve est faite que lorsque on se met d'accord sur un compromis, parce que les positions étaient un peu différentes, on peut entraîner les autres, non pas pour diriger les autres, mais parce que les positions, chacun en quelque sorte un peu ses amis et ses clients au sein de l'Union européenne. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est comme ça qu'il faut procéder. J'ai suffisamment regretté que depuis 3 ans on ne le fasse pas suffisamment fonctionner pour ne pas me réjouir ce soir de voir qu'il y a une voie commune. Je souhaite qu'elle dure. Il y aura des enseignements à tirer de cet épisode qui ne fait que commencer ce soir? Oui, bien sûr, parce qu'on voit bien qu'il y a une remise en cause, comme vous le disiez, du projet européen, etc. Il faut aussi dire la vérité, n'est-ce pas? La Grèce ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si l'Europe ne l'avait pas tirée du sous-développement. Mais d'un autre côté, les peuples, et notamment les plus jeunes dans les élections, la rejettent parce que ça ne leur suffit pas. Il faut donc des perspectives, il faut donc s'attaquer au chômage des jeunes, il faut donc peut-être de nouvelles orientations plus audacieuses. Et là-dessus, on compte encore sur la France et l'Allemagne pour le faire de manière intelligente et déterminée. Eh bien, merci Jean-Dominique Giuliani d'avoir été notre invité ce soir et on reparlera des enjeux de ce sommet européen et de la semaine qui s'annonce mouvementée pour éviter un Grexit avec nos invités dans un instant. Au Sénat, à présent, seconde lecture en séance du projet de réforme de l'asile, alors que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, veut systématiser les tests osseux pour les jeunes migrants à la frontière. Une pratique qui existe déjà mais qui reste très controversée. Jérôme Rabier. Chaque année, ils sont entre 6 000 et 8 000 mineurs isolés étrangers à être pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Une responsabilité qui incombe aux conseils départementaux qui, pour certains, tirent la sonnette d'alarme. Et à l'image d'Éric Ciotti qui veut systématiser les tests osseux pour s'assurer qu'ils sont bien mineurs, certains défendent cette méthode. Nous l'avions pratiqué à chaque fois que cela était possible, à chaque fois qu'on nous autorisait de le faire. Et on a pu constater, bien évidemment, que les tests, dans la plupart des cas, confirmaient ce que nous pensions, c'est que des jeunes qui se disaient avoir 16 ans en avaient en réalité beaucoup plus que 18. Les tests osseux sont actuellement possibles, mais doivent être demandés par un juge avec l'accord des jeunes migrants. Plus d'1 millier sont déjà pratiqués chaque année. Les généraliser serait inapproprié pour la gauche qui dénonce une exploitation médiatique de la misère. Cette surenchère avec des connotations d'acharnement sans aucune considération humaine, éthique, ça suffit de jouer sur tout ça et sur les peurs. Ces tests font également polémique. La Haute Autorité de Santé, le Comité consultatif d'éthique, l'Académie de médecine et le Défenseur des droits se sont prononcés contre ces tests, en cause une fiabilité incertaine qui empêche une généralisation pour les associations d'aide aux migrants. On doit se réjouir aujourd'hui que la France fasse prévaloir encore la protection de l'enfance plutôt que le contrôle des flux migratoires dès lors qu'il s'agit de mineurs. Protégés par la Convention de Genève relative aux droits de l'enfant, les mineurs non accompagnés de leur famille sont en effet pris en charge par la France sans possibilité de les expulser. Une protection qui s'arrête à leur majorité, sauf s'ils ont un projet d'intégration dûment validé. Tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info préparé ce soir par Caroline Potier. Une double enquête a été ouverte par le parquet de Marseille suite au vol d'explosifs sur le site militaire de Miramas dans la nuit de dimanche à lundi. Détonateurs, grenades ou encore pains de plastique auraient été dérobés dans cet entrepôt. Le ministère de la Défense a demandé une évaluation de la protection de l'ensemble des sites militaires de stockage de munitions d'ici à 15 jours. 5 ans après le passage de la tempête Xynthia qui avait fait 47 victimes, un rapport sénatorial déplore l'insuffisance des mesures anti-inondation. Il pointe notamment du doigt la vétusté des systèmes d'alarme, mais aussi la lenteur des réparations des digues ainsi que l'absence des repères de crues. À la Faute-sur-Mer, en Vendée, un plan communal de sauvegarde a été mis en place pour améliorer la gestion des risques.
Jean-Marie Le Pen tente le tout pour rester président d'honneur du Front National. Le tribunal de grande instance de Nanterre examinait aujourd'hui la demande de suspension de l'Assemblée générale extraordinaire du parti frontiste, visant à réformer ses statuts et notamment à supprimer la présidence d'honneur. Le 2 juillet dernier, les juges avaient annulé la suspension de Jean-Marie Le Pen du parti. Ils se prononceront mercredi quant à ce nouveau volet judiciaire. Et pour finir, une explosion de joie, mais aussi des pleurs ce matin pour les quelques 685 000 candidats au baccalauréat. 78,8% des élèves ont décroché le précieux sésame du premier coup. Moi je l'ai avec mention assez bien. Et voilà, c'est un moment historique un peu quoi. Il y a ça, mais voilà quoi. C'est un passeport pour après, on va dire. Il faudra attendre la fin de la session de rattrapage pour connaître le taux de réussite définitif de ce cru 2015. Et on ouvre le débat de ce mardi 7 juillet avec nos invités ce soir sur ce plateau. Fabienne Keller, bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. Vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Merci d'être en notre compagnie. J'accueille également Hélène Miard de la Croix. Bonsoir madame. Vous êtes historienne et spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Vous êtes auteur de cet ouvrage Willy Brandt sur Willy Brandt aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous. Également avec nous sur ce plateau, Simon Sutour. Bonsoir, sénateur socialiste du Gard. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes. Et j'accueille Michel Billoux, sénateur communiste de la Seine-et-Marne. Bonsoir. Vice-président également de la Commission des Affaires européennes. Et puis, pour être tout à fait complet, sachez que Éric Delannoy, vice-président de Nous Citoyens, nous rejoindra dans un instant sur ce plateau. Alors, on va bien entendu parler très largement de ce sommet européen qui se tient en ce moment même à Bruxelles, un sommet de la dernière chance pour tenter de trouver une solution et d'éviter le scénario du pire qui menace la Grèce d'une sortie de la zone euro. Fabienne Keller, on a vu Alexis Tsipras clairement jouer avec les nerfs de ses partenaires européens. Il arrive fort de cette victoire du non au référendum. Est-ce qu'il est vraiment en position pour négocier quoi que ce soit aujourd'hui? Alors il est bien sûr très fort de son vote de dimanche, mais il est dans une communauté et tout le monde souhaite qu'il reste au cœur de l'Union européenne. Il doit donc tenir compte de ses partenaires et en l'occurrence ses partenaires sont ceux de l'Eurogroupe, les 18 autres États membres. Il est donc temps qu'il fasse des propositions, ce qui est toujours attendu, semble-t-il, même dans la réunion qui se tient à l'instant des chefs de gouvernement. Il faut que la Grèce accepte de faire des propositions, comme Jean-Dominique Guliani l'a rappelé, sur ces sujets de retraite non maîtrisés, sur l'absence de collecte d'impôts et de système fiscal opérationnel. La Grèce s'enfonce depuis le mois de janvier dans des difficultés toujours plus grandes. Et les autres États européens qui, pour plusieurs d'entre eux, ont fait d'énormes efforts au cours des dernières années, demandent des engagements de la part des États grecs. Sinon, et je crois qu'il ne faut pas l'exclure, il y a l'autre hypothèse, qui est la Grèce ne fait pas de proposition et c'est un constat de non-participation aux règles de la zone euro, donc une sortie de fait de l'euro. Michel Billoux, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'on n'a jamais été aussi près finalement du Grexit ce soir? Peut-être, je ne l'espère pas. Je pense, quant à moi, que le gouvernement grec et son Premier ministre ont fait de nombreuses propositions. Ce ne sont pas des propositions qui vont dans le sens de ce que souhaitent les dirigeants de l'Union européenne, mais ce sont des propositions qui sont en rupture avec ce qui n'a pas marché jusqu'à maintenant en Grèce. Ce n'est pas depuis janvier que la Grèce s'enfonce. La Grèce s'enfonce au moins depuis 2009, depuis que sont mises en place les solutions portées par la Troïka. Il faut en changer. Le gouvernement actuel n'est effectivement pas seul responsable de la situation. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est peut-être la seule force politique en Grèce qui ne soit pas responsable de la situation. Donc je pense qu'il faut lui donner du temps et il faut lui donner aussi la possibilité de relancer l'économie. Pas avec les vieilles solutions, avec celles qui vont être proposées prochainement. Hélène Miard de la Croix, on a vu hier l'Allemagne et la France qui ont tenté de parler d'une seule et d'une même voix. Ce soir, Angela Merkel s'est montrée beaucoup moins ouverte et optimiste que François Hollande, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour de nouvelles négociations. On le voit, cette crise grecque met clairement le couple franco-allemand à l'épreuve. Pourra-t-il en sortir indemne, selon vous? Oui, ce n'est pas vous de nouveau. Vous savez, le couple franco-allemand, on le présente toujours de manière un peu idyllique. Et le couple franco-allemand, c'est tout simplement trouver à deux
chemin, un pas vers l'autre pour essayer de trouver un compromis entre deux positions qui sont généralement assez éloignées l'une de l'autre. Donc là, je n'ai pas tellement l'impression d'entendre des sons très différents. Il faut bien comprendre que Mme Merkel, elle est chef de gouvernement d'un gouvernement de coalition. Elle a une opinion publique qui commence à être un petit peu remontée, un peu à l'inverse de ce que l'on a pu voir en Grèce, à considérer que elle avait aussi sa voix à faire entendre et que on pouvait estimer que les règles du jeu devaient être respectées. Et je pense que la chancelière, si elle avait une position aussi extrême qu'elle l'est présentée souvent dans les médias, et en particulier en Grèce, cela ferait très longtemps qu'elle aurait proposé le Grexit. Et je pense que ce n'est pas elle la force qui pousse le plus à une solution tranchée, et qu'elle cherche, comme toujours dans son type de profil politique, à avancer en ménageant les uns et les autres, essayer de trouver des consensus. Elle n'aime pas beaucoup les conflits, Madame Merkel. Simon Siotour, une réaction justement sur ce couple franco-allemand. Est-ce que la France et l'Allemagne pourront parler d'une même voix et trouver, proposer un compromis, une solution pour éviter ce Grexit? Oui, moi je pense que la France et l'Allemagne parlent d'une même voix. D'ailleurs, dès le lendemain du référendum, Angela Merkel est venue à Paris rencontrer le président Hollande. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Ils tiennent compte l'un et l'autre de la sensibilité des citoyens de leurs pays respectifs, et c'est normal. Ils leur doivent leur légitimité. Est-ce qu'on arrivera à trouver un compromis entre fermeté, c'est la ligne défendue par l'Allemagne, et puis peut-être un peu plus de solidarité, ce que propose François Hollande ce soir? Moi, je pense qu'il faut tout faire pour que la Grèce reste dans la zone euro. Mais je dirais que ça dépend d'abord beaucoup des Grecs eux-mêmes. Et il faut voir quelles vont être les propositions que le Premier ministre grec va faire. Elles ont déjà été faites de manière verbale, elles vont être formalisées par écrit, et il faut voir si ces propositions sont acceptables. En tout état de cause, ce qui est nécessaire au niveau de la Grèce, c'est, d'une part, il est clair qu'il faut faire un geste sur la dette, qui est très lourde. Alors, rééchelonnement, on peut peut-être aller plus loin, je ne sais pas. Mais il faut aussi qu'au niveau de la Grèce, on commence enfin à faire les réformes de structure nécessaires au niveau de la fiscalité, au niveau du cadastre qui n'est pas en place, dans tout un tas de domaines. Moi, c'est ce que j'attends de ce gouvernement. Mais je dirais que ce qui est important, c'est tout faire pour que la Grèce reste dans la zone euro. Après, moi, je pense que beaucoup de choses dépendent d'Alexis Tsipras et de son gouvernement. François Hollande ne doit pas se brouiller avec la chancelière allemande, mais il devra, on vient de l'évoquer, aborder la question de la restructuration de la dette grecque. Est-ce qu'il a beaucoup de marge de manœuvre pour le faire, Fabienne Keller? Alors, il faut être très prudent sur ce sujet parce que la dette, elle a déjà été restructurée à 2 reprises. Il y a eu des effacements de dettes privées considérables, pour à peu près 100 milliards il y a quelques années. Donc, ce ne sera pas la solution. La solution, mais je crois qu'on est largement d'accord, elle passe par des réformes importantes et une volonté du gouvernement grec. Aujourd'hui, nous n'en avons pas la preuve, enfin, il n'y a aucune proposition dans ce sens. C'est pourquoi il ne faut pas exclure que la Grèce soit amenée à sortir de la zone euro, si c'est nécessaire pour la stabilité de l'ensemble de la zone euro, pour l'avenir aussi, compte tenu des difficultés de la Grèce, c'est ainsi. Elle restera bien sûr dans l'Union européenne, mais je crois qu'il faut aussi dédramatiser. La situation financière est difficile dans beaucoup de pays européens, en France en particulier, dont les ratios financiers ne sont pas bons, et dont la prise en charge d'une part importante de la dette grecque serait clairement difficile. Il nous ferait passer le seuil des 100% du PIB sous forme de dette. Pardon. Donc il ne faut, à ce stade, je crois, pas exclure une hypothèse où des engagements ne sont pas obtenus, et ils doivent être importants de la part de la Grèce, de manière à respecter les autres États membres, notamment ceux qui ont fait des efforts. Bref, il ne faut pas maintenir la Grèce dans l'euro à tout prix. Il faut définir les conditions, et à cet instant, elles ne sont pas réunies. Ouais, Michel Billot. Oui, mais je crois que la question de la renégociation de la dette grecque, c'est pas un sujet tabou. C'est quelque chose qui se pratique très très régulièrement. Et puis, sans doute que la chancelière devrait se rappeler effectivement l'allègement considérable de la dette allemande en 1953, où l'Allemagne a bénéficié des 2 tiers. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. Mais ce ne sont pas les mêmes circonstances. Mais c'est le principe de l'effacement d'une dette qui n'est pas supportable. Pour qu'un pays puisse redémarrer, il faut lui donner la possibilité de le faire.
Alors Hélène Miard-Delacroix, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué 1953 et l'effacement de la dette allemande. On n'était pas tout à fait dans le même contexte historique. Alors non seulement on n'est pas dans le même contexte historique, ce sont les accords de Londres de 1953, mais ils interviennent en 1953 après que l'Allemagne de l'Ouest s'est soumise depuis le milieu des années 40 à précisément ces réformes fondamentales qui sont actuellement demandées à la Grèce. C'est pour ça que la comparaison n'est pas raison. Cette comparaison est à la fois bancale puisqu'on n'est absolument pas dans le même contexte. Il n'y a pas la guerre froide, on n'est pas dans cette situation où il faut sauver l'Allemagne fédérale dans cette situation de confrontation Est-Ouest. Et en même temps, la comparaison fait raison parce que précisément les dettes allemandes, 50%, c'est pas le 2/3, 50% ont été effacées après la mise en place vraiment d'un système qui repose sur solidarité et responsabilité. Tout l'État allemand repose sur solidarité et responsabilité. Et c'est en cela que je crois que les exemples historiques peuvent être intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont là demandées par l'ensemble des Européens. Alors, plus fortement par les Européens du Nord, mais qui sont une forme de solidarité de main tendue, à condition que chacun fasse un pas vers l'autre. On demande de la fermeté. On a encore vu aujourd'hui dans le Bildzeitung, la chancelière, avec ce casque de fer, les Allemands, oui, mais c'est un exemple. Ne lâchent rien. C'est un exemple typique des effets pervers de la provocation d'un référendum soudain, alors qu'il y a eu des élections il y a 5 mois. Et en Allemagne, précisément, il y a l'idée que la légitimité démocratique du gouvernement actuel, allemand, n'est pas moindre que celle de M. Tsipras il y a 5 mois, et que faire appel au peuple, vous savez, on se méfie beaucoup de l'appel direct au peuple, du plébiscite en Allemagne, ça réveille nécessairement des sentiments qu'on n'a pas tellement envie de voir. Et ce que vous évoquez, la une de Bildzeitung n'est pas particulièrement à l'honneur des Allemands. Cette idée de monter les peuples les uns contre les autres, nous ne voulons pas que les Grecs se reposent sur le dos des contribuables allemands, tout ça, on n'a pas envie de l'entendre. Et je pense que de ce point de vue, tous les Européens autour de la table ont intérêt, c'est ce qu'on essaie de dire dans les pays du Nord aussi, à trouver des compromis. Michel Billaud, vous souhaitiez réagir? Oui, non, simplement pour revenir sur le fait que la restructuration de la dette grecque, c'est pas forcément un poids pour les autres pays. Il y a différentes façons de restructurer, il y a différentes façons d'effacer. C'est de la dette publique. Donc la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, peut très facilement effacer les 28 milliards. Il y a ce qu'on appelle la planche à billets. C'est des mécanismes qui existent tout à fait normalement. Qui ait besoin de contrepartie, d'assurance, oui, mais je pense que la Grèce a elle-même besoin de lisibilité. Mais il faut lui donner la possibilité économique et le temps nécessaire à faire ce que tous les autres gouvernements n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Simon Choutour, il y aura cette volonté, on va donner finalement du temps à la Grèce pour préparer les réformes structurelles dont elle a besoin? Moi je pense que le temps presse, qu'il y a urgence. Les décisions doivent être prises dans la semaine, c'est ce qu'a rappelé François Hollande. Mais on ne refera pas un cadastre en 15 jours, par exemple. On ne refera pas un cadastre en 15 jours, mais ces négociations qui s'éternisent, avec tous ces coups de théâtre, le résultat, c'est que au début de l'année, les prévisions de croissance pour la Grèce étaient de 2,8%. C'était la première année où il y avait une telle progression qui était envisagée. Et aujourd'hui, on est à 0,8%. Et ça veut dire que c'est les citoyens de la Grèce qui paient les pots cassés. Donc il faut aller vite. Il faut aller vite, et je redis que pour aller vite, il faut que maintenant le gouvernement grec, vous les vérifiez, qui est le soutien des citoyens. Il y a le soutien des citoyens. Le président de la République grecque a réuni l'ensemble des partis politiques grecs. Ils sont d'accord pour qu'il y ait un accord. Il faut des propositions concrètes. Il faut discuter, mais ces propositions concrètes, elles passeront inévitablement d'un côté, bien sûr, par des actions au niveau de la dette, qui sont à définir, mais surtout, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, sur des réformes de structure qui sont considérables. Moi, j'ai été chargé par la Commission des Affaires européennes du Sénat d'un rapport sur cette question. Ce rapport est en train de sortir. Je suis allé plusieurs jours en Grèce avec des députés, nous l'avons fait ensemble. Et bon, la marge de manœuvre est quand même considérable. La marge de progression, pardon, elle est considérable. La fiscalité, il y a toute une catégorie tout un tas de catégories de population qui ne paient pas d'impôts. Si jamais vous ne payez pas d'impôts et que vous avez un redressement, vous pouvez aller en justice, ça peut durer 10 à 15 ans. Autant dire que c'est inopérant. Ça, ce sont des mesures que l'on peut prendre concrètement et tout de suite,
et qui ne pèse pas sur les citoyens. Au contraire, c'est faire payer ceux qui ne paient pas et qui en ont les moyens. On va voir un petit peu comment ça se passe sur place. Vous parlez des citoyens. Merci Hélène Miard de la Croix d'avoir été avec nous. On va voir comment la crise grecque est perçue et en tout cas suivie de près, tout particulièrement par les ressortissants grecs qui vivent en France. Ils s'inquiètent pour leurs proches sur place. Voyez ce reportage réalisé dans le Val-de-Marne par Flora Sauvage. Dans son magasin de prêt-à-porter de la région parisienne, Georges travaille avec sa femme Alexia, arrivée de Grèce il y a 24 ans. Et les conversations avec les clients tournent souvent ces jours-ci autour de l'actualité grecque. Je n'osais pas demander comment s'étaient passées les élections et tout. Je voyais sur la télé. Moi, ma famille, elle a voté oui. Et ils ont été alors déçus, ils se sont dit ça y est, c'est la sortie de l'euro, etc. Ils l'ont très mal vécu. La sœur de Georges est orthodontiste en Grèce et la situation pour elle est devenue compliquée. Son salaire a été divisé par 2 et son cabinet médical qui était régulièrement plein, actuellement il est désertique. L'orthodontie pour les enfants, bon, ça passe après. Du coup, pour lutter contre les conséquences de la crise, la diaspora aide bien souvent la famille restée au pays. Je le rentre dedans, le caddie. Une certaine période, j'étais en difficulté, c'est elle qui m'aidait. Maintenant, c'est moi qui l'aide. On est liés. Dans l'Antiquité grecque, il y avait l'esprit de l'hospitalité. Celui qui n'avait pas cet esprit-là, il était banni par les dieux, banni par Zeus. Actuellement, c'est pareil. Pour Georges et Alexia, l'Europe doit rester solidaire de la Grèce. L'Europe est une famille, est une grande famille. Dans cette famille-là, dans une famille X, un enfant né anormal, a une maladie. Qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne? Non, on ne l'abandonne pas. Aujourd'hui, l'Europe, elle abandonne un enfant malade. Un enfant malade qui n'arrive pas à se remettre des mesures d'austérité instaurées par la Troïka. Ils ont diminué les salaires, ils ont diminué les retraites, mais la visite chez un docteur, c'est toujours le même prix qu'ici. Alors c'est inimaginable, on ne peut pas vivre, on survit actuellement en Grèce. Suspendus à la télévision depuis des jours, Georges et Alexia ne veulent pas croire à une sortie de la Grèce de l'euro et encore moins de l'Europe. En fait, la Grèce, c'est 10 millions d'habitants, c'est la région parisienne. Et une région parisienne qui met en danger toute une Europe, c'est inconcevable dans ma tête. Je ne peux pas imaginer. On peut pas sauver cette petite partie. C'est une goutte d'eau. C'est 2% du PIB européen. Je pense qu'on doit trouver une solution quand même. Une solution qui doit, selon eux, inclure l'effacement de la dette de leur pays d'origine. Dans quelques jours, ils vont partir en Grèce pour les vacances. Un retour au pays qu'ils attendent avec impatience, mais qu'ils appréhendent aussi. Et on poursuit notre débat consacré ce soir à la crise grecque. Alors qu'on vient de l'apprendre, un nouveau sommet se tiendra à Bruxelles dimanche. Un sommet qui doit être décisif. C'est une annonce de l'Italien Matteo Renzi. Éric Delannoy nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes vice-président de Nous Citoyens. On l'a entendu dans ce reportage et je voudrais vous faire réagir. L'Europe n'abandonne pas un enfant malade. Qu'est-ce que ça vous inspire, Éric Delannoy, cette phrase de ces ressortissants grecs qui s'inquiètent pour leurs proches sur place ? J'ai toujours un petit peu de mal avec les images qui infantilisent les populations. Il faut respecter les peuples quand même. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, la Grèce est un pays qui ne va pas bien, mais c'est un pays qui ne va pas bien depuis très longtemps. Sauf qu'avant, c'était caché. On a eu 40 ans de gouvernement un peu insupportable, fait de magouilles politico-judiciaires, gérées par 3 familles quand même. Et aujourd'hui, on en a les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est un pays qui a vécu au-dessus de ses moyens, qui n'a pas développé les industries. Et quand on dit aujourd'hui que depuis 2008, la Grèce n'a pas fait d'efforts ou devrait encore faire des efforts, en fait, c'est un pays qui est en asphyxie tellement elle a fait des efforts. Je veux dire, il faut quand même voir que dans un pays qui n'est pas capable de réformer les retraites, dont certains prétendent qu'on devrait revenir à la retraite des 60 ans, qui s'appelle la France, on est en train d'essayer de donner des leçons à un pays qui est passé en 3 ans à la retraite de 60 ans à 67 ans, qui a diminué de 40% le montant des retraites et dont 20% de la population n'a plus accès aux soins. Donc de dire que la Grèce n'a pas fait d'efforts et de prétendre qu'il faut encore des efforts d'un peuple asphyxié, moi, je trouve ça un petit peu compliqué à entendre quand même. Donc voilà, il semblerait aujourd'hui qu'il faut trouver une solution par le haut, c'est donner du temps à la Grèce. Il faudra 10 ans pour que ce pays se remette. Ouais.
C'est vrai que les Grecs ont subi ces politiques d'austérité, on l'a vu, il y a un appauvrissement, on l'a entendu, ils font des sacrifices sur la santé par exemple. Leur réponse dimanche à ce référendum, c'est clairement un non à ces politiques d'austérité aussi, Fabienne Keller. Alors la situation est contrastée. Sur les retraites, ça reste extrêmement coûteux pour la Grèce. On n'est pas à 67 ans. On n'est pas à 67 ans. C'est une demande. C'est une aspiration des peuples. On est plutôt à 62. Elles sont globalement très coûteuses. Il y a également toute cette question du prélèvement fiscal, de la recette, qui a beaucoup chuté depuis le mois de janvier. Donc une administration maîtrisée. C'est vrai que ça fait de longues années que les chiffres sur lesquels se basent les analyses européennes, ne sont pas exacts. On l'a découvert il y a peu. Donc plus de maîtrise de l'action publique, mais aussi plus d'intégration dans des politiques de l'Eurogroupe. On est dans une monnaie unique. On savait bien qu'avec la monnaie, on perd en fait une variable d'ajustement de l'économie. Donc il faut que les politiques économiques, tout ce qui est lié au travail, tout ce qui est lié à la fiscalité doivent être harmonisés. Or voilà 15 ans qu'on vit avec la même monnaie sans aucun ajustement. Et pour ça, ça se fait à 19, ça se fait tous ensemble. Donc si la Grèce veut rester dans l'euro, cela passe nécessairement par des efforts considérables. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ils soient en capacité de le faire. Et en tout cas, à 18 ou à 19, que l'Eurogroupe change de braquet sur ces coordinations de politique économique. Sinon, on connaîtra d'autres difficultés, des divergences dans les évolutions économiques. Et le régime de retraite et les grands équilibres macroéconomiques nationaux font partie de ces éléments qui doivent être discutés. L'Europe, c'est une communauté. Les Grecs ne peuvent pas venir changer les règles. Ils doivent tenir compte des autres États membres qui, pour certains, ont fait énormément d'efforts. Mais il faut les aider ce soir. On a parlé également peut-être de réactiver les mécanismes européens de stabilité. Ça n'a pas été fait depuis 2010. Michel Billout, est-ce que ça serait une solution C'est sûr que ça fait partie des solutions aujourd'hui envisageables. Je crois qu'en tous les cas, ce qui doit être envisagé pour la Grèce, c'est de lui permettre de faire reprogresser son PIB de façon conséquente. Le PIB a perdu 25% depuis les mesures mises en place par la Troïka. C'est insupportable. Comment voulez-vous reconstruire une économie de cette façon? Baisse des salaires, baisse des retraites, ça a été dit. Comment voulez-vous ensuite que vous ayez une société qui puisse consommer et qui puisse redémarrer l'outil économique? Il faut produire. On a eu de cesse de faire baisser les prélèvements fiscaux, mais pour les plus aisés, c'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de punir tout un peuple. On apprend ce soir que la rouverture des banques se fera progressivement. Ça, c'est une bonne nouvelle également pour les populations. Simon Sutour. C'est évident que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, parce que je ne sais pas dans quel contexte cette réouverture des banques va se faire, ni comment, mais ça dépend beaucoup de la Banque centrale européenne. Mais je redis ce que j'ai indiqué au début de notre débat, il faut maintenant aller vite. Il faut pas que la situation s'éternise encore des semaines. Il faut que le gouvernement grec fasse des propositions. Et il faut que la communauté européenne voit si ces propositions sont acceptables ou pas. Et s'il y a une volonté d'aboutir, on aboutira. Parce que je pense que la volonté d'aboutir est liée au niveau européen. Le président Juncker a fait des déclarations dans ce sens. Le couple franco-allemand souhaite que l'on aboutisse. Mais il faut maintenant des propositions. Et il faut, parce que ceux qui souffrent, au bout du compte, c'est la population grecque qui est prise en otage par ces discussions qui s'éternisent. Alors, on l'a entendu, il y aura donc un nouveau sommet décisif, encore un dimanche. Éric Delannoy, que peut-on en attendre ? On peut espérer qu'on va en attendre des solutions durables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va de petit plan en petit plan, étant convaincu qu'il suffit de dire pour faire. Je veux dire, est-ce qu'on espère que la Grèce va se remettre de cette histoire-là et de son histoire? Il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'une histoire qui date de 1830. Et ça n'a pas fondamentalement changé depuis sur l'organisation d'un État faible, structurellement faible. Donc il faut en attendre des solutions qui soient durables, mais qui s'inscrivent sur un temps long. Le temps long, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est 5 ans. Il faut qu'on assume, l'Europe doit assumer les erreurs qu'elle a faites. Oui, c'était une erreur probablement de faire entrer la Grèce dans l'Europe. La Grèce
et dans l'Europe. Dans l'Europe et dans l'euro. Dans l'euro, en tout cas certainement, dans l'Europe ça peut se discuter. Mais dans l'euro c'était une erreur. Tout le monde a été trompé sur ce sujet-là. Maintenant il ne faut pas évacuer le problème, il faut le résoudre. Aujourd'hui la Grèce c'est 2% du PIB, c'est 100% de la confiance dans la capacité de l'Europe à résoudre ses problèmes. Et si demain on n'y arrive pas, si on sort la Grèce en l'évacuant alors que c'est juste 2% des problèmes, on est à peu près certain que tout le monde nous regardera quand on est loin de l'Europe comme étant une fédération incapable de s'organiser. Parce que quand même, quand vous regardez la manière dont c'est géré cette crise, personne, à part Mario Draghi, parle au nom de l'Europe. Personne. Tout le monde ne parle qu'à travers ses petits intérêts personnels. Oui. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, plusieurs choses. Ça révèle aussi un problème de gouvernance au sein de l'Union européenne, cette crise grecque. Fabienne Keller, mais est-ce que c'était une erreur de faire entrer la Grèce dans l'UE ou dans la zone euro? Ah non, la Grèce a toute sa place dans l'euro, pour des raisons historiques. L'euro. Et puis rappelez-vous, c'était une dictature qui a été... Le régime démocratique grec a été stabilisé par l'intégration dans l'Union européenne. On l'oublie, c'est le rêve européen. C'est l'intégration quelques années plus tard du Portugal et de l'Espagne. C'est l'intégration quelques années plus tard du Portugal et de l'Espagne qui sortent aussi de régimes dictatoriaux et extrêmement durs. Donc la Grèce a toute sa place dans l'Union européenne. Le sujet du jour, c'est sa place dans l'euro. Et là, il faut regarder les choses en face. Les réformes que vous appelez de vos voeux, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu d'énormes concessions sur la dette grecque. 100 milliards de dettes privées ont été effacées. Et il y a eu beaucoup le principal détenteur aujourd'hui de papier de risque sur l'État grec, c'est la Banque centrale européenne. Elle a des montants considérables. Bon, c'est le FS. Lui demander de gérer... Elle a aussi eu un dispositif d'urgence, je le rappelle, par lequel elle assure la liquidité qui est en limite aujourd'hui du système bancaire grec. Donc, on a utilisé tous ces leviers. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se poser la question de la pertinence de sa participation à l'euro. Simon Sutour, vous souhaitez sur la gouvernance, intervenir. bien sûr, il faut une gouvernance. Simon Sutour. Moi, je voudrais préciser sur le contexte de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, parce que ça a des incidences encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un pays adhère à l'Union européenne, il a toute une phase où il doit se mettre dans les standards de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, au niveau de la justice, au niveau de tout un tas de paramètres. Et vous avez des pays candidats, comme par exemple la Serbie, le Monténégro, ils sont dans cette phase. La Grèce a été dispensée de cette phase. Pourquoi? Parce qu'on sortait de la dictature des colonels. Cette période était très dure. Moi, c'est la première fois où je me suis rendu en Grèce, était à cette époque. Les grands noms, Elina Mercouri, Mikis Theodorakis, s'étaient exilés en France. Les politiques aussi, Karamanlis, les grandes familles dont on a parlé. Donc c'était une erreur peut-être dès le départ, justement, de ne pas imposer tous ces standards à la Grèce. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'était une erreur. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas vu les conséquences. Et ce qui n'a pas été fait au niveau de la structuration d'un État aux standards européens doit être fait maintenant. On le paye il faut vraiment, mais elle a quand même sa place, la Grèce. Il faut vraiment, bien entendu, que la Grèce a sa place. Le débat actuellement, il est sur la zone euro, parce que comme l'a dit ma collègue, la zone euro a des règles. Michel Billoux, puisqu'on arrive au terme de ce débat, un mot effectivement peut-être sur ce rêve européen qui est malmené en ce moment. Vous parliez des pays qui frappent à la porte. Quelle image, quel message leur envoie-t-on aujourd'hui? Oui, c'est vraiment une question essentielle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est posé, ce n'est pas un problème économique, c'est une décision politique. Aujourd'hui, la Grèce est très proche des Balkans. Faire sortir la Grèce de l'euro, c'est envoyer un message extrêmement négatif à des pays qui ont besoin de confiance et ont besoin de stabilité. La Grèce est au nord d'une région qui est profondément déstabilisée ici aujourd'hui au Moyen-Orient. Je pense que l'Union européenne, plus que jamais, a besoin d'être unie. Et pas dans sa conception marchande, mais dans sa conception de devenir un jour une Europe des peuples. Un mot peut-être pour conclure, Éric Delannoy, effectivement. Oui, je suis parfaitement en phase avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maintien de la zone euro, pour moi, il est essentiel parce que le maintien dans une zone euro n'est pas un calcul économétrique, n'est pas un ensemble de mesures à regarder. C'est juste on va dire, du sentiment des peuples à pouvoir rester. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce sentiment des peuples, il faut qu'on le respecte. Si demain on envoie le signal qu'un pays est sorti de la zone euro, je peux vous garantir que les marchés réagiront à chaque problème comme étant le signal que la zone euro explose. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Preuve par 3, le magazine politique de la rédaction qui reçoit ce soir Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonne soirée à tous.